Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Bienvenue dans ce live organisé par Chance dans le cadre de la semaine des lives en coulisses. C'est une semaine qui est dédiée à découvrir des métiers qui vous intéressent en posant directement vos questions à des invités qui sont là et qui donnent généreusement de leur temps pour répondre à toute interrogation sur le métier en question. Donc aujourd'hui, évidemment, vous le voyez, je ne suis pas toute seule puisque je suis avec Fabrice qui est là pour nous parler du métier de psychiatre et de psychothérapeute. Alors, petite info concernant le fonctionnement de notre live, vous avez un chat qui est sur la partie droite normalement, enfin si vous voyez les choses comme moi. Et le chat est là pour interagir, donc vous pouvez rebondir, faire des commentaires, il n'y a pas de souci. Et c'est là aussi que vous pourrez poser vos questions à Fabrice pour que du coup on ait de la visibilité et que je puisse moi aussi lui lire les questions et qu'il vous réponde. Voilà. Est-ce que Fabrice, tu veux nous commencer par nous expliquer un peu ton parcours, comment tu es arrivé sur ce poste, sur ce métier? Moi, bien sûr, d'abord, bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je suis psychiatre, psychothérapeute, et ça reste une spécialité donc médicale. Donc, pour faire psychiatre, psychothérapeute, il faut passer par la faculté de médecine. Donc, les choses ont bien changé, mais de manière générale, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Après le bac, en fait, vous rentrez en école de médecine, donc à la faculté de médecine, puis vous passez le fameux concours de première année, et ensuite vous choisissez entre différentes voies, que ce soit médicale, dentisterie ou paramédicale, notamment sage-femme ou par exemple kiné. Et puis, moi j'ai choisi médecine, du coup, donc vous faites les études pendant 6 ans, donc 6 ans à la faculté. Ensuite, vous repassez un deuxième concours classant cette fois-ci, qui vous permet de choisir votre spécialité. Et à l'issue de ça, vous choisissez la spécialité et la ville. Et c'est à ce moment-là où vous choisissez entre chirurgie, psychiatrie, médecine générale ou toute autre spécialité médicale. Ok, donc on parle Et bien d'études de médecine à la base, les fameuses études de c'est médecine ça, ouais. P1, P1, P2. C'est ça, P1, P2, ça c'est l'ancien nom, P1, P2, D1, D2, D3, D4, et puis après le cycle de l'internat, Ok, qui diffère en fonction des spécialités au niveau du temps. Voilà. ouais, c'est un métier de vocation, non? Enfin, en tout cas, un cursus de vocation. Il faut, parce que si vous n'avez pas la vocation, en fait, c'est très difficile. Les études sont dures, faut pas se Mhm. leurrer, les études à la faculté sont très difficiles, Mhm. et après l'internat est d'autant plus difficile. Donc en Mhm. fait, on entend beaucoup, une fois que tu as passé la première année, c'est tranquille, c'est pas vrai. Non, pas du C'est tout. pas du tout vrai, c'est pire. En fait, d'année en année, c'est pire, et vous vous rendez compte que là, il y a une masse de choses à savoir qui est légitime, je trouve, parce que on joue avec, enfin, on joue pas justement avec la vie humaine, donc Ouais. ça nécessite d'avoir pas mal de connaissances. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une fois qu'on est confronté à la vie humaine qu'on se rend compte que ouais, il faut pas mal de connaissances et savoir les intriquer dans toutes les spécialités. Donc, je fais de la Mhm. psychiatrie, mais je suis passé par médecine et c'est nécessaire d'avoir vraiment des connaissances en médecine en général avant de Mhm. faire n'importe quelle spécialité. Bien sûr. Et on dit souvent que les personnes qui réussissent les études de médecine, c'est pas forcément les plus intelligentes, c'est juste les personnes qui le veulent vraiment, les plus déterminées, celles qui s'accrochent en Ouais. fait. Tu confirmes? Alors, ça dépend à quel moment. Ça dépend à quel moment. Alors, pour la première année, il faut être déterminé, oui, parce que c'est très difficile, c'est très compétitif, et au final, la compétition, on a tendance à croire qu'elle est envers les autres, elle est surtout envers soi-même. Hmm. C'est le pire ennemi, en fait, en médecine, c'est soi-même, parce que c'est exigeant, et je pense que tous les étudiants en médecine, en tout cas la grande majorité, et ça ressort dans les études hein, qu'on fait en médecine, je veux dire les études statistiques, tout le monde s'est dit, au moins la grande majorité s'est dit, c'est pas possible, je vais abandonner, c'est trop dur. Donc voilà, son pire ennemi, c'est soi-même. Et est-ce que c'est les plus intelligents? Non. Est-ce que c'est les plus déterminés? Oui. Je pense qu'au niveau de détermination, il faut en avoir. Après, c'est vrai que la manière dont est faite la sélection en première année, il ne faut pas se leurrer, ça nécessite quand même d'avoir une bonne mémoire. En tout cas, moi, à mon époque, il fallait recracher les cours par cœur, hein, c'était des QCM. Il n'y avait pas d'oral. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un oral. C'est sujet à débat, encore aujourd'hui, cet oral. Mais c'est vrai que à mon époque, il fallait à la fois être déterminé et il ne faut pas se leurrer, avoir des facilités pour réussir. Rien n'est impossible. Alors, moi, je fais partie des contre-exemples, hein, justement, où j'ai dû vraiment cravacher pour réussir. Je l'ai fait en 2 fois, hein, donc j'ai refait ma première année.
Donc tout est possible. La première année, j'ai vraiment fait un résultat qui était loin d'être terrible. Selon les statistiques, je faisais partie des gens qui ne devaient pas l'avoir, même à l'issue de la deuxième fois. Et là, c'est vrai que c'est la détermination qui est rentrée en jeu. Ouais. Mais c'est très difficile. D'accord. Donc, il faut être très motivé. Oui. L'intitulé du coup du live, il y a écrit psychiatre et psychothérapeute. Est-ce que toi qui es expert dans ce domaine, tu peux nous expliquer ou nous rappeler en tout cas la différence entre les deux? Parce que je pense que souvent il y a un amalgame qui est fait et quand on n'est pas dans Ouais. le domaine, on peut. Alors, il y a deux branches. Enfin, il ne faut pas confondre deux choses, et souvent l'amalgame est fait, ou les confusions sont faites entre la psychologie et la psychiatrie, et slash la psychothérapie. En fait, la psychothérapie, on peut définir ça comme un art. Au final, un art qu'on peut apprendre à la fois en étant psychologue ou psychiatre. C'est vraiment à la croisée des chemins. Et la psychothérapie, c'est plutôt c'est une partie en fait de la psychiatrie, à la fois une partie de la psychologie. C'est la partie, on va dire, traitement par la parole. Voilà. Donc on peut être psychologue, psychothérapeute et psychiatre, psychothérapeute. C'est juste le fait de dire qu'on a cette compétence à la fois médicale, donc psychiatrie, et à la fois de traitement par la parole, psychothérapie. Il faut savoir que tous les psychiatres ne font pas psychiatre et psychothérapeute, bien qu'ayant le titre officiel, c'est ça. Certains vont plutôt faire que de la médecine, donc que de la partie psychiatrique, et d'autres, au contraire, en tant que psychiatre, vont faire que de la psychothérapie, ou certains, comme moi, font les deux. Donc c'est vraiment un vaste éventail du coup dans la pratique de tous les jours, à la différence du psychologue, où le psychologue, lui, est psychologue, psychothérapeute. Alors il y a aussi des psychologues juste psychologues sans être psychothérapeute. C'est un peu le même fonctionnement. Et donc le psychologue peut aussi faire que de la psychologie. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas mon métier, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais pour la partie psychothérapeutique, c'est la même chose. C'est-à-dire un psychologue peut tout à fait délivrer de très bons soins psychothérapeutiques au même titre qu'un psychiatre. Et on dit même, en toute humilité, vraiment que les psychologues sont meilleurs que nous en psychothérapie parce qu'ils sont beaucoup plus exposés à cette partie-là. Parce que nous aussi, on a la partie médicale qui fait qu'on a un exercice mixte et il n'y a pas de secret. C'est vraiment, comme tout métier, hein, c'est le temps d'exposition à un certain type d'exercice qui fait qu'on va être meilleur ou Oui, pas. tout à fait. Et donc toi, tu exerces les deux. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien dans les deux? Enfin, en gros, ça se résume à quoi Ouais. concrètement? Qu'est-ce que ça donne? Et aussi, toi, quelle casquette tu préfères? Enfin, si c'est le cas, s'il y en a une que tu préfères. Mhm. Alors, ce qui est bien en médecine, c'est que vous pouvez avoir plusieurs modalités d'exercice. Alors là, ma journée quotidienne, on va dire que c'est une journée de cabinet. Donc c'est un exercice, on va dire, indépendant. Il y a aussi l'exercice hospitalier. Donc les journées diffèrent. Je vais juste parler de ce que je fais aujourd'hui, donc plutôt le versant indépendant en cabinet, donc libéral. On a tendance à croire que en fait, le psychiatre, il est juste là pour écouter les gens, et puis c'est tout, et puis ça va aller. Non, c'est pas du tout ça. Ça reste justement de la médecine, et ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on offre en fait un espace d'écoute aux personnes qui n'ont pas justement cet espace dans leur vie quotidienne. Donc c'est un lieu vraiment, et c'est là toute la difficulté, c'est un lieu de non-jugement, un lieu de non-parti pris, où on est là pour écouter les gens, leurs problèmes, parce qu'il y a pas mal de problèmes, et on essaye de trouver une solution à ces problèmes qui les empêchent de vivre. Donc des problèmes de nature du coup mentale, qui touchent à la santé mentale. Et donc le quotidien, c'est d'accueillir les gens, donc de prendre ce temps d'écoute. Alors les exercices diffèrent en fonction des psychiatres. Là actuellement, j'exerce en Suisse, donc c'est un poil différent. Les séances font entre 45 minutes et 1h15. Pour ma part, je fais des séances d'1 heure, 1h15, ce qui permet moi d'avoir le temps avec la personne, d'approfondir les choses et de discuter. Donc, mon quotidien, c'est j'arrive au bureau, je regarde mes mails tranquillement, je prépare mon premier rendez-vous, je vais chercher la personne dans la salle d'attente, je l'accueille, et puis on commence à discuter. Si c'est une première séance, on fait connaissance. Si c'est une suite de suivi, une suite de thérapie, ben on parle sur ce dont on s'était arrêté la dernière fois. Mmh. Et puis on C'est prend quoi, ce temps. Ouais. pardon, excuse-moi, c'est quoi préparer mon rendez-vous? Ben, c'est juste de relire les notes en fait qu'on OK. a pris sur la dernière séance. Et puis ben, c'est préparer rendez-vous, ben, c'est quand on a un nouveau patient, c'est essayer de relire un peu les documents qu'on nous a transmis quand on en a, pour un peu ben, cibler nos questions. En fait, c'est super important de préparer un entretien. Faut pas croire que
La majorité des psychiatres font ça au doigt mouillé, c'est vraiment préparé. Il y a toute une logique en fait derrière l'entretien en fonction de la problématique qu'on nous apporte. Alors parfois on a souvent des surprises parce que le motif de consultation annoncé est souvent en décalage avec la vraie problématique de la personne, parce que la personne quand elle prend rendez-vous, elle a parfois du mal à dire les vraies raisons de la consultation. Ou elle les ignore. C'est ça, c'est ça exactement, ou elle les ignore. Donc on peut partir totalement sur un autre sujet. Donc oui, c'est quand même les entretiens sont quand même en amont préparés, et je pense que c'est respecter aussi la personne qui vient vous voir. C'est de pas se dire ok, la personne elle vient, je sais pas pourquoi elle vient, je vais voir ça sur le tas. Non, il y a quand même une préparation. Je trouve qu'elle est essentielle, et c'est ça que je fais en fait avant les rendez-vous. D'accord. Donc ça, tu me dis si j'ai mal compris, c'est la partie psychothérapeute. Alors non, ça c'est la partie dans les deux cas, J'ai bien c'est compris. justement cet accueil patient, et en fonction justement de la tournure du problème, soit elle va prendre un versant médical, Ok, d'accord. soit un versant psychothérapeutique, soit les deux, en fonction de l'état du patient. Mais c'est vrai que si le patient est vraiment trop mal, par exemple très déprimé, on ne fait pas une psychothérapie avec quelqu'un qui, sur le plan psychique, n'est pas bien. À l'équilibre, oui. À l'équilibre, c'est D'abord, ça. médicamentation. Exactement. Alors la médication, c'est une des solutions. C'est pas ça aussi, c'est un préjugé, comme qu'on a l'impression que les psychiatres donnent des médicaments tout le temps. C'est pas vrai. On donne des médicaments quand c'est nécessaire, et quand on a l'impression que il y a une plus-value à la suite de la thérapie, entre guillemets, pour accélérer les choses. Et une fois que le patient est stabilisé, s'il est preneur, on peut passer sur la phase psychothérapeutique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le médicament vient traiter un symptôme, et si on ne traite pas le cœur du problème, Ça reviendra, bien sûr. ça reviendra, c'est Bien ça. sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment la pratique de la psychiatrie, la psychothérapie, ou de la psychologie et de la psychothérapie, c'est important d'intégrer les deux, et aujourd'hui on est rentré dans une vague qui justement mixe les deux, et qui s'appelle le traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Donc on fait vraiment les deux quand on peut et quand les patients veulent. Voilà. D'accord. Et toi, il y a un aspect que tu préfères ou pas? Ça dépend de mes humeurs en fait, ça dépend du temps. Moi je pense qu'il faut faire les deux. Donc quand je peux faire les deux, je fais les deux. Pour toi, c'est complémentaire? C'est complémentaire, c'est complètement complémentaire, et justement pour avoir une meilleure, on va dire, rémission sur le long terme, il faut les deux. D'accord. Il faut les deux, et il faut les deux quand il y a une partie médicale qui est justifiée. Sinon, la partie psychothérapeutique suffit. Mais voilà, donc il faut les deux, et vraiment les journées, c'est d'accueillir les gens, voilà, de voir les gens au fil de la journée, aussi de répondre à des sollicitations, parce que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Puis il y a la partie administrative aussi invisible, où on reçoit des rapports des institutions, que ce soit des institutions publiques, donc tout ce qui est assurance, l'État, justice aussi. On est pas mal en collaboration avec la justice sur certains cas, avec des assistants sociaux de l'extérieur, des éducateurs de l'extérieur, des foyers, des familles aussi. Donc c'est assez varié. On n'est pas juste on va dire, en dialogue avec la personne, on l'est avec tout son système. Donc c'est pas limité juste à voir des gens, c'est aussi organiser des rencontres avec justement tous ces acteurs-là autour de la vie de la personne. D'accord, ok. Donc une variété d'interlocuteurs, c'est pas juste des personnes que tu reçois dans ton cabinet? Exactement, ouais, c'est ça. On fait des réunions, on va dire, avec les médecins traitants, avec d'autres spécialistes, avec vraiment avec des juges parfois, avec des juristes, avec avec des assistants sociaux, comme j'ai dit, très, très précieux dans la prise en charge, des ergothérapeutes, des kinés, enfin vraiment toutes les personnes qui rentrent dans la prise en charge de la personne. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans ton job, et qu'est-ce que t'aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est l'administratif. Ça Voilà, représente si on ramène ça sur une semaine, ça représente combien de temps administratif? Plutôt par jour, je vais dire par jour, parce que il y a toujours un travail administratif par jour. Ouais. Très honnêtement, entre 1 et 2 heures par jour. Ah oui, quand même. Ouais, c'est quand même lourd. Ouais. C'est quand même lourd. Ça, c'est sans compter le temps qu'on prend, enfin que je prends à mettre des notes dans les dossiers des patients. D'accord, oui, ça c'est plus ton suivi, ton traitement. Voilà, ça c'est compté, c'est de l'administratif, mais c'est compté comme faisant part de la consultation, parce qu'il y a un travail qui est fait juste après. Mais sinon, vraiment, tout l'administratif pur, c'est-à-dire répondre aux emails, répondre aux courriers, faire des rapports, contacter des gens, c'est répondre au téléphone aussi, c'est entre 1 et 2 heures. Tout ce qui est gérer la facturation aussi, bien sûr, ça, même si c'est bien automatisé aujourd'hui, ça prend quand même du temps, donc entre 1 et 2 heures par jour. Voilà. Ok. Et à l'inverse, du coup, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? C'est vraiment que c'est varié. C'est très, très varié. Et
Moi, à la base, je pensais que j'avais cette vision de jeune étudiant naïf que je devais juste recevoir des gens et puis leur parler. Ça, c'est quand on commence ses études. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et ce qui est plaisant, c'est de faire plusieurs choses. Parce qu'en tant que psychiatre aussi, on peut avoir une activité d'expert. Donc, ça permet de changer l'activité. Donc, d'avoir une autre position, parce que la position de thérapeute et d'expert, c'est pas la même. Donc, ça permet de réfléchir différemment. Et ce que j'aime aussi, c'est la finesse de réflexion. Parce qu'on se creuse pas mal la tête. La médecine, des bouquins, ça n'existe pas. On aimerait bien pour que ce soit plus simple, mais en fait, ça n'existe pas. Et il y a toujours le doute qui plane au niveau je parle au niveau des symptômes, pas le doute sur ce que dit le patient, hein, mais du doute sur l'orientation diagnostique. Alors parfois c'est très clair, mais parfois il y a du doute et c'est ça qui est intéressant. C'est de réfléchir vraiment à tous les aspects qui existent dans la santé, dans la biologie, dans la médecine, et se dire, OK, ça pourrait être autre chose, et pas que ça. Et la finesse de réflexion, c'est ça qui est intéressant. Ok. Voilà, Alors, une question de Marine dans le chat. On va en parler et après, j'ai une autre question. Alors, ouais. évidemment, je laisse la priorité aux questions dans le chat. Et d'ailleurs, si on a d'autres, sentez-vous libre. Évidemment, c'est fait pour ça. J'espère qu'on aura encore 2 minutes à la fin pour une petite question que j'ai aussi. Alors, Marine demande, dans le cadre d'une réorientation, Ouais. psychiatre est assez inatteignable, non, en termes du nombre d'années Alors, d'études? inatteignable, non, pas forcément. Maintenant, il y a des passerelles Ok, pour faire médecine. Alors oui, pour faire psychiatre, psychothérapeute, alors comme toutes les spécialités médicales, hein, si on parle de la médecine en général, oui, c'est long, mais aujourd'hui, dans plusieurs facultés de France, notamment Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, il y a des passerelles où on peut rentrer directement en troisième année de médecine. d'accord. Ce qui voudrait dire de faire 3, 4, 5, 6, donc 4 années de faculté. Donc, comme je dis, quand même nécessaire, parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Non, bien Et sûr. après, ça nécessite de faire en France 4 années de formation spécifique en psychiatrie. Donc, ça fait 8 ans pour une reconversion. C'est assez long, c'est un projet. C'est un Mm, projet long terme, c'est ça qu'il faut se dire, c'est pas du court terme. Mais après, si vraiment vous êtes intéressé par ça, si vraiment vous trouvez du sens à ça, parce que je pense que c'est ça le plus important, plus que la longueur en fait de la reconversion, c'est plus le sens que ça va vous apporter et le sens que vous y voyez dans ce métier-là. bah Il faut oui, plus le voir comme ça que par la longueur, parce que oui, c'est long, même si vous voulez faire chirurgie plastique, c'est tout aussi long, voire plus long. Donc c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez apporter en style d'impact en fait au niveau du monde, tout à parce fait. que on se rend pas compte, mais et ça c'est très peu valorisé malheureusement, c'est que l'impact du médecin, hein, qu'il soit psychiatre ou médecin généraliste, sur une économie en fait et de manière générale dans la vie des gens, on peut pas l'estimer parce qu'il est Non, inestimable. bien sûr. Il est inestimable et en fait vous pouvez vraiment rétablir quelqu'un dans un poste de travail et donc tout simplement faire tourner un pays, faire tourner l'économie. Vous pouvez résoudre des problèmes psychiques assez compliqués et redonner du sens à cette personne, lui redonner l'envie de faire des choses. Donc c'est vraiment, c'est un métier à impact en fait. Donc, si vous Mm. aimez avoir de l'impact sur les gens, c'est les métiers du soin en fait qu'il faut faire. Que ce soit D'accord, infirmier, que ce soit médecin, que ce soit psychiatre. d'accord. Mais c'est vrai que l'impact en psychiatrie est très important parce que aujourd'hui, on sait que la majorité des problématiques sont en santé mentale par rapport à des problématiques de travail, par rapport à des problèmes de la vie quotidienne. La prévalence, en fait, vie entière de souffrir d'un trouble psychique. Et je pense que c'est sous-estimé. En France, il me semble, c'est entre un cinquième et un quart. Oui, ok, Ça veut dire dans la vie entière, on ira chez le psychiatre, on a une chance sur 5, une chance sur 4 d'accord. d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Donc Ouais, c'est quand même. assez énorme. Il y a Elise qui pose une question et c'est un peu la même question que ce que je voulais te poser. Elise dit, est-ce que c'est pas dur parfois d'être face à la détresse humaine? Est-ce que tu le ramènes le soir chez toi? Et en fait, moi, ma question très proche, c'était, tout en respectant la déontologie, est-ce que tu peux nous donner une proportion par rapport aux problématiques de tes patients entre ce qui va être plutôt de la thérapie de confort, tu Mhm. sais, les personnes qui ont des problèmes qui sont importants pour eux, mais qui ne sont pas des problèmes gravissimes, et des Ouais. personnes où vraiment c'est des choses extrêmement graves, extrêmement lourdes, qui vont peut-être toi t'atteindre. En Mhm. proportion, ça c'est quoi? Et est-ce que tu la ramènes chez toi à la maison, tu vois? Alors, ça serait mentir de dire que je laisse tout au cabinet. C'est pas vrai. C'est très Mhm. difficile. C'est nécessaire quand même de se forcer, de ce qui reste au boulot, ce qui reste dans les murs du cabinet, ça reste au cabinet. Dans la majorité des cas, je pense que j'y arrive, mais sur certaines situations, c'est extrêmement difficile.
Parce que ce que peuvent nous rapporter certaines personnes, c'est assez violent, hein, sans forcément qu'il y ait de violence physique. Hein. Cette personne, je veux dire, assez violent dans ce que les gens vivent. Donc c'est vrai que ça peut toucher et ça peut faire quelque chose. Et c'est vrai que parfois c'est difficile de couper, en fait, sur certaines situations. Mais l'important, c'est de bien être entouré. Ça aussi, c'est un point important que j'ai oublié de dire. C'est dans les métiers du soin, il ne faut pas être seul. Il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas faire son cabinet tout seul dans son coin, tout ça. Je pense que c'est une mauvaise chose pour soi-même parce qu'on a besoin de parler, de débriefer justement sur ce qui nous touche. En tant qu'être humain, on reste des êtres humains. Donc on ne peut pas rester en fait insensible sinon on s'est trompé de métier en fait. On ne peut pas rester insensible à ce que nous disent les gens. Donc oui, c'est dur parfois de laisser les choses au cabinet et à la maison, oui, on ramène des situations dans notre tête et c'est difficile. Après, on se dit, voilà, ça appartient au boulot, on essaye de faire autre chose et puis on essaye d'oublier ça, mais parfois c'est difficile. Et pour répondre à ta question, c'était... Sur la proportion, en fait, approximativement, entre des choses, entre guillemets, pas graves, je me permets pas de juger, évidemment, hein, et des choses très lourdes. Sur 10 patients, par exemple. C'est difficile à dire. Parce qu'en fait, la patientèle qu'on a, elle nous ressemble aussi. C'est qu'est-ce qu'on veut faire en psychothérapie, qu'est-ce qu'on veut traiter, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut traiter en médecine. C'est pour ça que souvent, les psys, ils ont une petite spécialité un peu sur leur cœur de métier, par exemple addictologie. C'est vrai, ouais. Des choses, ouais. Exactement, donc ça dépend. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler de psychothérapie de confort? J'entends par là, on peut parler clairement de développement personnel. Hein. Il n'y a aucun tabou avec ça. Est-ce que vraiment je fais du développement personnel? Non, en tout cas, j'en fais pas. Tout ce que je fais, c'est vraiment lié dans ce que j'ai dit, dans le traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Et j'ai pas de demande, en fait, ou alors je dirige vers un psychologue. En tout cas, quand moi je reçois une demande où j'estime qu'il n'y a pas besoin de médecine, qu'il y a peut-être une psychopathologie derrière, mais qui serait plus vers le développement personnel, je réadresse à quelqu'un d'autre, à un psychologue. Donc, dans ma patientèle, j'ai pas vraiment d'exemple. Et dès lors que c'est traité, on met fin à la psychothérapie et puis voilà. Donc il n'y a pas. Mais des cas lourds, oui, il y en a. Mais ça, comme je disais, ça dépend de notre propension à accepter ce genre de cas ou pas. Voilà. Très clair, ok. On arrive au bout du temps qu'on est ensemble, mais il y a une dernière question et laissons-lui sa chance à cette dernière question. Donc, si tu es partant pour le challenge, on a genre 2 minutes pour cette question. C'est une question de Marine encore, qui a plein de questions sur le sujet, donc ça doit l'intéresser. Quelles sont les problématiques que tu préfères? Alors, problématiques entre guillemets, quels problèmes? Parce que tu parles de sujets de prédilection. Toi, qu'est-ce que tu aimes bien traiter en particulier? Waouh, beaucoup de choses. Et en plus, on n'a pas beaucoup de temps, hein, attention. Alors, je vais aller très vite. Tout ce qui touche à la problématique de la souffrance au travail, donc tout ce qui est dépression, burn-out, épuisement professionnel, tout ce qui est le cadre, alors ça c'est un peu plus spécialisé, du neurodéveloppement, donc c'est-à-dire toutes les maladies hyperactivité, autisme, déficience intellectuelle, et puis en général tout ce qui est trouble de l'humeur, c'est-à-dire dépression, j'ai déjà dit, ou bipolarité. Voilà, c'est plutôt ça que... Et les troubles anxieux aussi, c'est plutôt ça que je préfère faire dans mon exercice. Ouais, c'est vaste en fait, et à la fois ça se ressemble, à la fois c'est très différent parce que chacun aura sa manière de... Ah, mais je comprends ta réponse. Voilà. Bon. Merci beaucoup Fabrice, franchement c'est fascinant, c'est une discipline, je pense enfin moi je t'écouterais pendant des heures en parler, je suis fascinée par le domaine. Je vois que le chat se déchaîne aussi. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces 30 minutes et ton précieux temps. On te souhaite plein de bonnes choses, plein de patients follement intéressants, enfin sans mauvais jeu de mots. Et une bonne soirée. Et du coup, on va rendre l'antenne puisque les lives ne sont pas finis. Tout au long de la semaine, vous avez toute une série de lives en coulisses que vous retrouverez sur le planning qui vous a amené ici. Donc, bonne soirée tout le monde. Encore un grand merci à Fabrice. Et puis, pas de soucis. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.